Est-ce que vous aussi, il y a ce truc vu et revu un nombre incalculable de fois et qui pourtant fonctionne toujours sur vous ? Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces gros clichés qu'on a vus 15 000 fois dans la littérature de l'imaginaire, en fantasy, en science-fiction ou en fantastique, et qui pourtant sont pas si mauvais que ça. C'est des trucs qui sont clairement pas surprenants, mais auxquels il n'y a rien à faire, je trouve un certain charme. Pour info, j'ai trouvé ce concept de vidéo sur la chaîne de la booktubeuse anglophone Merci Napier. Et je vous mettrai le lien vers sa chaîne si vous voulez aller voir la vidéo d'origine. Je vais reprendre l'organisation qu'elle avait utilisée en vous parlant d'abord de clichés qui concernent les personnages, ensuite des clichés qui concernent les interactions entre ces derniers, ensuite on parlera des clichés concernant les lieux et les environnements, et enfin, on parlera des clichés relatifs au plot narratif, à l'intrigue, tout ça. On commence avec les personnages. Ça va franchement pas être très original, mais je crois que malgré le fait que c'est un personnage qui revient dans énormément de récits, en particulier de fantasy, c'est un type de personnage que je prends toujours plaisir à retrouver. Je parle du personnage de mentor, vieux sage, enfin vous voyez cette figure qui arrive et qui va un peu tout apprendre à notre héros. Il est bienveillant, il est sage, il est souvent fort, il va apprendre à notre héros à prendre confiance en lui et il a une barbe et elle est souvent longue. Évidemment, on pense à Gandalf, Gandalf Forever. Vous avez aussi un Obi-Wan Kenobi, vous avez ça dans La Belgariad, vous avez ça dans Terre-Mer, et plein de cycles, je pense, de fantasy auxquels je ne pense plus. Ah, Gérald, tu as une opinion là-dessus ? Ah oui, tu veux ajouter Vézémir. Ok. Allez, viens mon chat, viens. Allez. Tu veux nous donner ton avis ? C'est quoi ton personnage préféré à toi ? Deuxième catégorie de personnages, je disais donc, il s'agit du magicien érudit. Je déteste la figure du magicien inné. Je n'aime pas l'idée de ces personnages qui sont prédestinés à la magie et qui se retrouvent du jour au lendemain avec des pouvoirs absolument incroyables. Par contre, j'aime beaucoup l'idée qui se retrouve dans pas mal d'œuvres, qui est que la magie s'acquiert à travers des études, un travail dur, l'étude de vieux bouquins et de parchemins. C'est par exemple une des choses qui fait que Doctor Strange est mon Avengers préféré, parce que il acquiert ses pouvoirs en bossant, et il n'a pas juste des super pouvoirs comme ça. C'est aussi une des choses que j'adore, les magiciens et les magiciennes dans l'univers de The Witcher, même si c'est un aspect qu'ils ont massacré, je trouve, dans la série, mais dans l'univers de The Witcher, la magie s'acquiert vraiment à force de longues années d'études et de travail, et il n'y a pas réellement de prédisposition en fait à la magie. On passe aux lieux et environnements. Alors un truc classique en fantasy, mais qui fonctionne toujours avec moi, c'est la forêt enchantée. Dans quelle œuvre de fantasy on n'a pas une forêt enchantée ? En fait, on a soit une forêt enchantée, soit une forêt sombre, maléfique. Moi, je suis team forêt enchantée. Alors, on peut penser, je sais pas, au repère des elfes chez Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux. Petite forêt où vous entendez le souffle du vent dans les arbres et vous entendez le petit glou-glou du ruisseau qui est pleine de fées, de petits lutins, de petits animaux mignons. Ça me va globalement. Un autre truc que j'aime bien, je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver à la fois en fantasy et en science-fiction dans une certaine mesure, c'est le temple mystérieux. Dans la littérature, dans le cinéma, dans les jeux vidéo, mettez-moi un temple d'une civilisation perdue, disparue, oubliée. Le temple est sombre, plongé dans l'obscurité, sauf qu'il y a des torches. On ne sait pas qui est venu allumer ces torches, mais elles sont allumées.
Et je prends tout, hein. Je prends les temples d'inspiration orientale, je prends les temples taoïstes, bouddhistes côté Asie, je prends les temples mayas, je prends les temples en Amazonie, ce que vous voulez. Est-ce que j'ai vraiment besoin de donner un exemple de ça ? Les tombeaux dans le 2e tome de Terre-Mère, Indiana Jones, les tombeaux du temps dans Hyperion, les temples un peu chelous dans l'univers de Lovecraft, dans l'univers de Clark Ashton Smith. Dernier type de lieu, c'est pas bien original, mais quoi de mieux qu'un bon vieux manoir gothique ? Vous savez que j'aime le fantastique. Je ne suis pas difficile. Mettez-moi une vieille maison victorienne qui grince et je suis partante. À quoi on peut penser ? À La Dame en Noir de Suzanne Hill, la maison Usher de Edgar Allan Poe, les maisons de Shirley Jackson, les vieilles baraques un peu cheloues où il se passe des trucs bizarres, il y a souvent un fantôme qui se balade par-ci par-là. Vendu, c'est bon, j'y vais. Enfin, j'y vais pas, mais je lis le livre. On passe aux interactions entre les personnages. Je ne pense pas que je fais faire preuve d'une grande originalité, encore une fois, avec cette réponse, mais j'adore les groupes d'aventuriers, j'adore les communautés, j'adore les fraternités, j'adore les sororités, bref, vous m'avez compris, j'adore quand plusieurs personnages d'horizons différents se rencontrent et se regroupent pour une cause commune et vont apprendre à se connaître, s'attacher progressivement les uns aux autres jusqu'à former parfois presque une famille. Vous avez un nombre incalculable d'œuvres, notamment d'œuvres de fantasy qui reposent là-dessus. Et évidemment avec la communauté de l'anneau de Tolkien. Vous pouvez penser au groupe des pèlerins dans Hyperion si vous voulez aller du côté de la science-fiction. Vous avez la Horde dans la Horde du Contrevent. Vous avez les héritiers dans Le Secret de J de Pierre Grimbert par exemple. Et puis je pense que je suis hyper attachée à ce motif parce que j'ai énormément joué à des RPG et notamment des JRPG comme Final Fantasy, mais il y en a d'autres. Et ce sont des jeux qui vont toujours mettre en scène un groupe de personnages qui vont se rencontrer au tout début de l'aventure et qui vont ensuite faire toute une quête ensemble. Et j'adore ce genre d'histoire parce que chaque personnage a son propre background et parce qu'il y a souvent un développement intéressant, les relations entre les personnages évoluent. C'est un peu marshmallow, mais j'adore cette idée que tout le monde peut s'unir dans une cause commune. Voilà, je trouve ça trop mignon et trop cool et je marche. Autre type de relation assez cliché, je suis assez sensible aux duos de personnages qui s'apprécient énormément et qui pourtant passent leur temps à s'envoyer des taquets à la figure mutuellement. Alors je parle pas des couples enemies to lovers et tout, non. Je parle des deux bons potes par exemple qui vont passer leur temps à se charrier mais qui au fond sont prêts à tout l'un pour l'autre. Typiquement un duo de personnages qui est hyper représentatif de ça, ça va être Locke et Jean dans Les salauds gentilshommes de Scott Lynch. Je pense aussi à un couple pour lequel c'est assez bien fait, c'est le personnage de Sypha et le personnage de Trevor dans la série Castlevania. Ils sont amoureux, ils sont alliés, ils se battent ensemble et pour autant, même quand ils se battent, ils sont tout le temps en train de se charrier. J'y ai même pas pensé, mais très clairement, Legolas et Gimli, c'est un excellent exemple de ça. Ils sont tout le temps dans une forme de compétition, ils se tirent un peu dans les pattes et tout, et pourtant, on sait qu'au fond, ce sont des amis inséparables. Et enfin, on va parler de tout ce qui est cliché et stéréotype propre au rebondissement, au déroulement de l'intrigue. Le premier truc auquel j'ai pensé, alors vous pourrez me dire que c'est un petit peu aussi un cliché de personnage, mais pour moi c'est quand même quelque chose qui impacte sensiblement l'intrigue, c'est le ressort du narrateur pas fiable ou le narrateur fou. C'est typiquement ce genre de récit où vous allez vous rendre compte plus ou moins tôt dans l'histoire qu'en réalité, votre narrateur a peut-être un petit souci, ou en tout cas qu'il a une perception extrêmement biaisée de la situation, et que peut-être que ce qui vous est décrit ne correspond pas exactement à la réalité. Par exemple, il voit des fantômes, sauf que il est tellement traumatisé, il est dans des conditions mentales et psychologiques qui font que vous vous demandez si, quand il vous dit voir un fantôme, il en voit réellement ou si c'est dans sa tête.
Et l'exemple canonique, c'est le personnage principal Lovecraftien. Exemple parfait aussi, Eleanor dans La Maison hantée de Shirley Jackson. Un bon exemple aussi, le narrateur de Shutter Island. Dans la même lignée, parce que je pense que ça peut être un peu lié, je suis extrêmement sensible à ce qu'on appelle le mindfuck. C'est le genre de récit où vous suivez une histoire, alors peut-être un peu compliquée, etc. et où à la fin, vous allez avoir une révélation finale qui renverse complètement le sens de tout ce que vous venez de voir. J'ai quelques exemples de livres adaptés en film, typiquement Fight Club ou encore Le Prestige de Christopher Priest. Ubik aussi, Ubik de Philip K. Dick peut être considéré comme un exemple de ça. Et puis je terminerai par dire que je suis totalement cliente de la bataille finale. Qui n'apprécie pas une bonne bataille pleine d'épicness, pleine de retournements, de situations désespérées, de combattants courageux, de personnes prêtes à se sacrifier l'un pour l'autre, qui finissent par s'unir et par gagner contre les méchants. Même dans Avengers Endgame, j'ai aimé la bataille finale. Et c'est pas peu dire, parce que j'ai franchement détesté ce film. Et là, vous avez pléthore d'exemples, mais dans celles qui m'ont pas mal marqué, vous avez évidemment le gouffre de Helm et la bataille finale autour de Minas Tirith dans Le Seigneur des Anneaux, mais vous avez aussi une bataille extrêmement épique à la fin de la deuxième partie de Roi du Monde de Jean-Philippe Jaworski. Je vous conseille vraiment d'aller jusque-là parce que Belovez nous sort un niveau de stylitude assez impressionnant. Moi, c'est aussi pour ça que je dis de la fantaisie et j'aime les combats stylés. C'en est tout pour cette vidéo sur ces clichés auxquels je ne résiste pas. N'hésitez pas à partager en commentaire ou en vidéo ces clichés qui, allez, avouez-le, vous déplaisent pas tant que ça. Je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!